Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde, donc le conflit étudiant à la une, la couverture médiatique du conflit étudiant. Nous sommes heureux de vous voir en aussi grand nombre, heureux de se donner l'occasion collectivement de réfléchir à ce traitement médiatique. Mon nom est Gabriel Bouchard, je suis professeur de littérature ici au Cégep Garneau, mais aussi à l'occasion professeur de communication, que ce soit dans les cours de discours et communication, mais aussi communication et médias. Et j'ai accepté avec plaisir cette offre du comité organisateur de réfléchir sur le conflit étudiant, maintenant qu'il y a un an de passé, et donc merci d'y être avec nous. À mes côtés, je vais les présenter tout de suite et je ferai un petit laïus d'informations, de présentation par la suite. Nous avons trois éminents journalistes qui ont gentiment et spontanément accepté de venir parler de ce sujet-là, la couverture médiatique du conflit étudiant, mais aussi donc de leur métier, comment au jour le jour on pratique le métier de journaliste quand la société vit un moment aussi intense, aussi exigeant et aussi polarisé que ne l'a été ce conflit. Alors je vous les présente dans l'ordre ou dans le désordre, il ne faut pas y voir de primauté. Voilà, ici à l'extrême gauche, il y a M. Jean-Simon Gagné, qui est chroniqueur au Soleil et qui a aussi opéré donc, dans différents médias. Je vais me permettre de lire les présentations pour que les gens ne soient pas lésés. Alors, Jean-Simon Gagné a fait ses études de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM et à l'École supérieure du journalisme de Lille. Il a été rédacteur en chef du journal Voir avant de devenir chroniqueur au journal Le Soleil en 1998. Et l'an dernier, il a beaucoup suivi le mouvement étudiant, que ce soit à Québec, à Montréal et à Rimouski. Monsieur Gagné, merci d'être avec nous. À ma droite maintenant, alors, après avoir travaillé pendant 3 années à la presse canadienne à Montréal, Annie Mathieu a été embauchée au Soleil à l'automne 2011. Avec d'autres collègues, elle a couvert le conflit étudiant pendant plusieurs semaines au printemps dernier. En plus d'écrire sur les nombreuses manifestations nocturnes et diurnes dans la capitale nationale, elle a aussi signé des papiers sur les bâtons cinétiques employés par les policiers de la Sûreté du Québec lors des émeutes de Victoriaville, les plaintes déposées en déontologie policière et le mouvement des casseroles. Alors, bienvenue. Juste ici à ma gauche, il nous reste donc à vous présenter Isabelle Porteur, qui est la correspondante au quotidien Le Devoir à Québec. Donc c'est elle qui couvre les actualités de Québec pour le quotidien Le Devoir. Sa spécialité est la politique municipale, mais en 2012, elle a couvert certaines manifestations et écrit sur les enjeux du conflit. Elle a beaucoup écrit sur le règlement municipal adopté par l'administration Régis Labaume pour encadrer les manifestations sur son territoire. Elle pratique le métier de journaliste depuis plus de 10 ans et détient une formation en sciences politiques et en journalisme international. Pendant le printemps étudiant, elle a notamment écrit des articles sur le mouvement des casseroles et la loi spéciale, et enfin sur l'interdiction de porter des masques pendant les manifestations à Québec. Peut-être un petit mot, nous avons convenu, donc les panélistes et moi, de vous proposer une espèce d'échange, un peu improvisé. Nous avons préparé quelques questions, nous avons discuté de choses et d'autres et nous avons échangé des courriels, mais nous y allons dans une espèce de climat de dialogue assez libre où j'interviendrai de temps en temps pour relancer la balle. Au bout de quoi, une demi-heure, 40 minutes de ce dialogue, eh bien, nous serions très heureux si vous acceptiez d'animer à votre tour ce dialogue-là. Si les questions, donc, il y aura bien entendu une période de questions, vous avez des micros qui sont des deux côtés. Nous serions très heureux de répondre directement à vos questions puisque c'est pour vous que nous faisons tout ça. Alors, petit bref mot d'introduction, c'est le problème lorsqu'on demande à un professeur de faire de l'animation d'une séance comme ça. Évidemment, il s'approprie le micro comme certains de nos oncles le font dans les parties de famille. J'y vais d'un bref laïus, pardonnez-moi. Alors, nous avons eu une élection à l'automne dernier et lors des élections, vous avez sans doute remarqué, on est très sensible à ça, on a de nombreux appels à l'implication citoyenne et on a souvent une espèce d'équation qui nous est présentée. Il faut voter, c'est notre devoir de citoyen. Et c'est juste, c'est intéressant comme point de vue et on a raison de répéter ce slogan-là, mais en même temps, c'est imparfait, c'est incomplet.
Si on a le devoir de voter, assurément, on a le devoir de s'informer. On a le devoir d'être au courant donc de ce pourquoi on vote, quelles sont les idées des gens qui sont là. J'ai assisté hier à la conférence de M. Guy Rocher qui se demandait donc est-ce qu'il n'y a pas un déficit démocratique? Est-ce qu'au Québec, on n'a pas tendance parfois à aller voter de façon un peu spontanée, un peu émotive? Des événements historiques récents vont dans ce sens-là. Donc, on a le devoir de s'informer et pour ça, on n'est plus au temps de l'agora des Grecs où il suffisait d'être quelques barbus en toge à discuter comme ça et faire le tour de toutes les questions de la société. Maintenant, nos sociétés sont vastes, elles sont complexes, il y a beaucoup d'enjeux et donc on a assurément besoin des médias. Les médias doivent avoir une certaine indépendance, ils doivent donc être capables d'avoir des idées, des remarques, des observations qui sont distinctes de celles du gouvernement, qui sont distinctes de celles de, je ne sais pas moi, tel groupe d'intérêt qui cherche à influencer la société, qu'il s'agisse d'une entreprise, qu'il s'agisse d'un syndicat, qu'il s'agisse d'un organisme, etc. Donc, il faut avoir des médias qui sont, on dit, pluralistes, qui vont dans toutes les directions. Ça, on en a besoin au jour le jour. On a besoin donc d'une pluralité de points de vue. On a besoin que, oui, les grandes tendances qui animent la société soient peintes dans nos médias, mais on a aussi besoin de savoir quelles sont les petites idées marginales qui sont nouvelles, qui sont curieuses, qui peut-être vont s'évanouir dans la nature, mais peut-être aussi vont prendre leur place et devenir plus importantes demain. Donc, les médias ont une très, très, très grande responsabilité. On a une liberté de presse, oui, mais on parle trop peu de la responsabilité de presse. La question d'ouverture que je voulais lancer à mes trois panélistes et les inviter donc à avoir un esprit très général et aller dans toutes ces directions-là, c'est de dire, bon, ça c'est vrai au jour le jour. Il faut avoir des médias qui vont couvrir tous les champs d'idées, etc. Mais lorsqu'on a quelque chose comme le conflit étudiant, comme le printemps érable, comme la grève étudiante, vous voyez, ça a plusieurs noms d'ailleurs selon l'allégeance à laquelle on appartient, on lui donne plusieurs noms. Quand la société se polarise, se crispe sur ses positions, quand on n'est plus capable de parler d'un sujet dans nos parties de famille sans voir des clans se former à droite et à gauche, comment le métier de journaliste fonctionne-t-il? Et ma première question, ce serait donc de dire, trouvez-vous que les médias québécois ont passé leur test? Est-ce qu'ils ont réussi à répondre à ce besoin de la société? Est-ce qu'ils ont réussi à représenter toutes les tendances? Est-ce qu'il y a des points positifs qui vous ont frappé dans nos médias? Est-ce qu'il y a des points négatifs qui vous ont agacé ou qui vous ont troublé? Donc, je vous demande un petit peu de faire, vous êtes des journalistes, vous êtes partie prenante des médias, faire une espèce d'auto-évaluation. Les médias québécois, oui, ont réussi leur tâche dans le sens E, mais les médias québécois ont peut-être tel danger dont ils doivent être conscients. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir. Alors, Isabelle Porter, on vous écoute. Moi, je répondrai à la question sur la question de est-ce qu'on a bien fait notre travail. Je pense qu'on peut dire qu'on a essayé, on a vraiment on a tout fait, en fait, pour non seulement être le plus objectif possible, mais aussi pour vraiment traiter tous les aspects de la question. Est-ce qu'on a réussi? Probablement pas à 100%. Je parlais avec une collègue aujourd'hui, Lisa Marie-Gervais, qui est celle qui couvre l'éducation de devoir et qui a vraiment été au cœur de cette couverture-là tout le long du conflit. Puis là-dessus, je suis assez d'accord avec elle. Elle disait qu'on s'est nous aussi laissé un peu étourdir par l'avalanche d'informations qui circulait notamment sur les médias sociaux. À certains moments, je pense que pour les journalistes, c'était même difficile d'avoir du recul parce qu'on était tellement dans la nouvelle instantanée. Donc, je pense qu'on a quand même fait beaucoup d'efforts au devoir. En plus, on fait beaucoup d'analyses la fin de semaine et tout ça. Donc, on a essayé de faire des papiers de fond pour prendre du recul, mais je reconnais que ce n'était pas toujours facile pendant le conflit étudiant. Merci Isabelle. Ali? Oui, j'aimerais d'abord préciser ou en fait ajouter à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, dans un moment de crise comme ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une pluralité d'opinions, d'analyses, etc., mais c'est un souci de tous les instants dans notre métier. Donc, c'est important à ce moment-là, mais c'est important tout le temps de le faire. Ça, je veux juste être clair là-dessus.
Je suis d'accord avec Isabelle dans la mesure où, effectivement, on fait toujours notre possible. Oui, on était bombardé d'informations, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit les communiqués de presse du gouvernement, les associations étudiantes. On va l'aborder un peu plus tard, mais il y a eu une analyse qui a été faite par le Centre de médias de l'Université Laval qui disait qu'il y avait un manque cruel d'analyse. Et je partage beaucoup cette critique-là. Parce qu'effectivement, au quotidien, il faut toujours sortir ce qu'il y a de nouveau. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Et parfois même, on en oubliait ou on ne l'oubliait pas, mais c'était pas possible par une contrainte de temps et beaucoup d'espace d'aller fouiller ou d'aller dans le fond des enjeux. Parfois, on pouvait parler des hausses, on pouvait parler mais on ne pouvait pas y aller avec un portrait d'ensemble qui aurait été souvent nécessaire, à mon sens. Mathieu, M. Gagne. Moi, si j'avais à donner une note au monde médiatique, je serais très embêté. J'irais peut-être pour 50%. En fait, moi, je dirais que le monde médiatique est égal à lui-même, c'est-à-dire capable du meilleur, mais aussi du pire. Par moments, il a été lamentable. Par moments, il a été brillant. Ce qu'il est en général aussi. Moi, ce que je retiens, une des choses qui m'a fasciné dans cette crise-là, et dès le début, de la part des médias, c'est à quel point les journalistes, ou derrière leur petit côté savant, ou derrière la belle façade qu'ils veulent projeter, ils ne sont pas très différents du reste de la population. Ils partagent souvent les préjugés, puis les fantasmes un peu du reste de la population, quelles que soient leurs orientations politiques d'ailleurs. Et ce qui m'a fasciné dès le début de la crise, c'est à quel point on projetait nos espèces de bibites par rapport à la jeunesse, nos espèces de préjugés par rapport à la jeunesse très vite, c'était presque instinctif. Donc, d'un côté, chez ceux qui étaient très opposés au mouvement étudiant, vous aviez la récurrence d'un mot comme les enfants rois. Et ça, quand on disait les enfants rois, là, presque ça se passait. Après ça, on n'était plus obligé de justifier. Il y avait tout un bagage culturel, tout de suite, qui venait derrière ça. On n'avait plus besoin d'argumenter. Tout était dit apparemment quand on disait « Ah, ce sont des enfants rois. » Donc, ça explique tout. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que c'est comme ça depuis presque la nuit des temps. Je m'étais amusé dans une chronique, je ne me souviens pas, quelque part au mois de mai, à retracer toutes les fois dans l'histoire où on avait fait des jugements un peu semblables sur des mouvements de jeunes. Et j'étais tombé, par exemple, sur une déclaration incendiaire d'un assistant policier, d'un assistant du directeur de police à New York. Je crois que c'était en 68, c'est après des émeutes qu'il y avait eu à l'Université Columbia. Et lui disait, à l'époque, on ne disait pas les enfants rois, parce que bon, c'était pas l'expression à la mode, on disait la génération Spock, du nom à cause d'un livre écrit par un célèbre docteur qui parlait de l'éducation des enfants et tout à l'époque. Donc, c'était à l'époque, les années 60, c'était la génération Spock. Et ça, la génération Spock, c'était des gens, des espèces de mémères qui n'étaient pas habitués qu'on leur frappe dessus et qui gémissaient, qui trépignaient au moindre petit contretemps. Donc, je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais en gros, ce qu'il disait après les émeutes de Columbia, où ça avait vraiment, il y avait eu beaucoup de blessés, il disait, mais c'est parce que c'est la génération Spock, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués qu'on les agrippe fermement. Ils n'ont jamais été habitués à avoir des adultes qui se tenaient debout devant eux. Alors, dès que quelqu'un se tient debout devant eux, ils se mettent à trépigner, à tout casser. Alors, vous voyez que même en 68, on avait déjà cette espèce de pensée magique quand il s'agissait des jeunes. Mais, et là, je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas trop m'étendre. Même du côté des gens qui étaient plutôt favorables aux manifestants étudiants, vous aviez le même genre vous aviez aussi toutes sortes de préjugés qui étaient plaqués sur les jeunes. Je me souviens d'une émission de Tout le monde en parle, où les principaux leaders étudiants s'exprimaient. Il fallait voir la tête, les yeux émerveillés de Guillaume Lepage et de Danny Turcotte et de leurs invités, l'air de dire, mais des jeunes qui savent s'exprimer, des jeunes articulés, mais c'est fantastique. Et on voyait qu'ils étaient tellement étonnés parce que ça ne correspondait pas du tout au stéréotype qu'ils avaient des jeunes, qu'ils imaginaient, je ne sais pas, les doigts dans le nez. Donc, bref, je m'arrête ici, j'en aurai l'occasion d'en dire davantage. Donc, on le voit, les gens, les journalistes, comme l'a dit M. Gagné, donc, ils
ils colportent eux aussi leurs propres préjugés, ils ont leurs préconceptions avec eux. Je fais la petite parenthèse, hein, je l'ai dit, vous me avez donné le micro à un prof, c'est un danger. Le professeur aussi a ce devoir d'éducation, il est aussi donc toujours à faire attention avec, oh, est-ce que je suis toujours objectif ou est-ce que là, j'ai pas dépassé un petit peu la limite. Je vais revenir à ça, l'espèce de souci d'objectivité. Il faut faire attention, on a tendance à dire, ben, si c'est dans le journal, ça veut être objectif ou ça l'est, ou au contraire, ça ne l'est pas du tout. Il y a différents types de textes journalistiques. Ceux qui ont été mes étudiants le savent, j'ai beaucoup tendance à ramener ces choses-là à la base. Il y a des nouvelles qui tendent à l'objectivité, mais il y a aussi d'autres styles qui finalement assument leur subjectivité. J'aurais voulu le dire en introduction, mais par exemple, Annie Mathieu et Isabelle Porter sont plutôt dans ce type-là de la nouvelle et parfois de l'analyse où on tente de conserver une certaine objectivité, alors que Jean-Simon Gagné a un travail qui est complémentaire, qui a sa place, nous y reviendrons, qui est celui de chroniqueur, où on assume la subjectivité. Il aurait été opportun d'avoir à cette table aussi peut-être quelqu'un qui est un éditorialiste, qui donc lui aussi assume une certaine subjectivité, mais qui est celle des cadres donc du journal, de l'équipe dirigeante du journal. Nous y reviendrons. Mais je vais d'abord aborder la question de l'objectivité. On y a déjà touché. Une société qui est tout à coup très, très, très polarisée, donc chacun a son opinion. Lorsque c'est notre travail, nous, donc que ce soit Isabelle Porter ou Annie Mathieu, de donner la nouvelle la plus objectivement possible. On sait qu'il y a toutes sortes de groupes de pression qui vont tenter d'influencer notre jugement. Comment on fonctionne? On sait par exemple qu'on reçoit un communiqué de presse qui soit du gouvernement ou d'un organisme communautaire qui lutte contre la brutalité policière ou un communiqué de presse de la police elle-même. On sait qu'on doit traiter cette information-là, en rendre compte. Comment on s'assure d'être indépendant par rapport à notre source et de donner une information qui a une certaine objectivité, une certaine neutralité? Ben justement, par rapport au communiqué de presse ou toute intervention, que ce soit de la part des étudiants ou encore du gouvernement, parce que c'était souvent ça qui se passait, on avait un réflexe, bon ou mauvais, c'est à vous de juger, mais qui était effectivement, par exemple, le gouvernement faisait une intervention, une allocution, etc. Tout de suite, on avait sur Readal les numéros de téléphone des principales associations étudiantes pour les appeler à tour de rôle pour avoir leur opinion, bon, pour s'assurer d'avoir les deux côtés de la médaille. Alors, à ce niveau-là, dans ce travail-là, par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir, bon, est-ce que je présente d'abord la position du gouvernement ou d'abord celle des étudiants? Ça, c'est toujours une question qu'on se pose, encore une fois, à tous les instants. On essaye d'être objectif, on essaye de le faire, mais comme vous l'avez bien mentionné, c'est qu'on a tous nos biais. Une information objective, par définition, ça se peut pas. On est tous avec, je suis née dans tel milieu, j'aime plus les bananes que les... Je veux dire, on peut pas être 100% objectif. Par contre, on tend vers ça. Ça, c'est notre rôle principal, surtout quand on fait de la nouvelle. Puis j'aimerais ça aussi rappeler ou en fait dire quelque chose que j'ai vu, si je trouvais ça intéressant. Radio-Canada disait avoir reçu plus de 300 plaintes entre février et juin, donc à peu près pendant la période du conflit étudiant. Et puis la moitié disait que Radio-Canada donnait trop la parole aux étudiants et l'autre moitié disait l'inverse, on donnait trop la parole. Alors je pense qu'en termes d'objectivité, enfin, il y a eu une espèce de tentative d'équilibre là, et tout le monde avait la perception qu'on n'était pas objectif envers l'une ou l'autre des parties. Là. Oui, Isabelle Porter? Oui, moi je renchéris, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Annie disait. Puis je pense aussi que notre rôle n'est pas toujours super bien compris, le rôle des journalistes, surtout dans un contexte où c'est très émotif. L'objectivité, effectivement, ça ne se peut pas, mais on fait vraiment beaucoup d'efforts pour s'en approcher le plus possible. Puis il faut comprendre que c'est là-dessus que s'appuie notre réputation comme journaliste. Donc, c'est pas rien. Si on a ne serait-ce que l'apparence d'un biais ou d'un conflit d'intérêts, c'est notre crédibilité professionnelle qui est en jeu. Donc, c'est certain que pour nous, c'est vraiment très important. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué beaucoup pendant le conflit étudiant, puis vraiment, ça m'a beaucoup frappé, c'est à quel point on avait du feedback des lecteurs et beaucoup de plaintes, là, quand même, sur toutes sortes de choses. Je pense que d'ailleurs,
c'était bien, ça avait des bons côtés, là, de sentir que les lecteurs nous lisent et puis ont des choses à dire, mais en même temps, moi, j'ai été frappée par l'hostilité souvent. Le conflit, à un moment donné, était tellement rendu émotif. Moi, je recevais des messages, là, puis je sentais que la personne était rendue à 8 sur 10 là, d'émotivité. Sur Twitter, c'était pas chic des fois. Puis vraiment, dans un camp comme dans l'autre, puis je me rappelle d'avoir eu des échanges avec des lecteurs où je répondais, j'expliquais. Puis là, finalement, dans le message suivant, ben, là, la personne avait réfléchi, puis c'était plus juste sur le coup d'émotion. Puis là, ben, on convenait que, ben oui, dans le fond, je suis assez d'accord avec vous. Tu sais, c'était... Donc, on avait la mèche courte pendant le conflit étudiant. Puis je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est les décomptes de manifestations. À chaque fois que j'ai couvert une manif, à peu près, j'allais recevoir des messages de gens qui étaient là, qui disaient non, il n'y en avait pas 5 000, il y en avait 10 000. Ça, c'était... Puis d'ailleurs, on les avait dans les deux sens, là, souvent. Puis, en tout cas, c'est pas... il y a une époque, il faut savoir ça, il y a une époque où, quand il y avait une manifestation, les policiers faisaient une évaluation de foule, puis souvent les organisateurs aussi. Donc, notre façon, souvent, d'évaluer la foule, parce qu'on ne peut pas compter les gens un après l'autre, c'était de faire une espèce de mélange entre les deux, mais c'est sûr que c'est pas évident. Bon, bref, j'arrête ici, là, mais le degré d'émotivité pendant le conflit était assez incroyable. Oui, alors, je pensais pas aller vers là, mais puisque vous avez posé la question, vous avez parlé des médias sociaux, de Twitter, etc. Et c'est vrai qu'ils ont été très, très, très présents. Ils ont peut-être été même utiles à certains moments. On a vu des chaînes de télévision alternatives comme CUTV, par exemple, qui sont arrivées, qui sont allées couvrir les médias, couvrir les manifestations de façon beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus libre. On a pu suivre des événements sur Twitter, etc. Et le hasard a fait que les trois panélistes aujourd'hui appartiennent à la presse écrite. Et là, j'imagine qu'il y a une nouvelle façon de se placer, j'imagine, pour vous qui appartenez à la presse écrite. On en discutait tout à l'heure, vous avez toujours forcément quelque chose comme au moins 6 à 12 heures de retard sur Twitter et sur les autres choses qui sont déjà... Est-ce que ça ne vous a pas amené à repenser un peu votre rôle par rapport dans le contexte d'un conflit comme celui-là? Ben, brièvement, en tout cas, c'est sûr qu'on a utilisé plus Twitter qu'auparavant. Moi, je couvrais des manifs sur Twitter comme ça, j'avais pas fait ça souvent. Puis je me demande encore si c'était si intéressant que ça. Honnêtement, parce que ça prend du temps, ça a quelque chose de distrayant, puis des fois, justement, ça nous enlève un certain recul. Je suis pas convaincue de la valeur et de l'intérêt que ça présente. Surtout que je considère que dans un contexte où il y a tellement d'informations sur les médias sociaux, notre rôle est de plus en plus, on sait de plus en plus à faire le tri et à vérifier. Puis ça, à la limite, ça nous rajoute de l'ouvrage beaucoup. Donc, c'est clair que ça a vraiment changé la donne dans notre compte. Oui. Un des problèmes, moi, j'ai pas couvert le conflit avec Twitter, mais j'ai vu un certain nombre de collègues qui le faisaient, et un des problèmes qu'ils avaient, c'était d'utiliser à la fois Twitter et à la fois d'avoir un article à écrire. C'est-à-dire que le fait de couvrir la manif presque en temps réel leur prenait tellement d'attention qu'ils ne voyaient plus ce qui se passait. Donc après ça, quand tu es obligé de résumer la soirée, c'est pas mal plus dur. Parce qu'au fond, ce que tu as vu, c'est ton écran de téléphone portable. Et je ratais souvent les coins de rue là, où est-ce que les étudiants tournaient parce que j'étais le nez sur mon téléphone, puis ça bougeait tellement vite. Des fois, quand il y avait des espèces de jeux de chat et de la souris avec la police et les étudiants, puis il y en a un qui partait, puis t'avais le nez sur ton téléphone, puis tu pouvais pas voir où est-ce qu'ils s'en étaient allés. Alors moi aussi, je me suis beaucoup questionnée par rapport à l'utilisation de Twitter. Néanmoins, j'aimerais dire que vous dites, on a souvent du retard, mais on peut avoir aussi de l'avance, dans la mesure où le média écrit nous permet de... C'est un peu contradictoire avec ce que je disais tantôt, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'analyse, mais le média écrit nous permet également
de fouiller plus ou d'aller un peu plus loin de temps en temps. Je donne un exemple qui me vient en tête. J'imagine que vous êtes au courant de l'événement ou de la professeure de cégep à Limoilou qui avait convoqué les étudiants, comment ça s'appelait? Valérie Guillotot, ouais. qui avait invité sur les réseaux sociaux à une expérience pédagogique hors de l'ordinaire, et donc ça avait causé tout un émoi. Un acte de désobéissance extrême, quelque chose comme ça. Ceci dit, l'exercice était super intéressant et elle a posé une question de fond également à ses étudiants que ça aurait été l'objet d'un super bel article. Bref, donc au moment où ça se passait, il y a eu des arrestations, il y a eu un paquet de choses qui se sont passées. Il y avait les médias, les télévisions qui étaient là, les radios et nous à l'écrit. Eux autres, ils couvraient ce qui se passait en temps réel, mais Valérie Guillotot, la professeure, elle était où, elle, pendant ce temps-là? Et puis j'étais obsédée avec cette question-là, avec ça, et pour moi, c'était primordial d'aller lui parler parce que c'était elle qui avait initié la chose. Or, les radios puis les télés, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas aller s'éclipser comme ça pour aller trouver la dite prof parce qu'ils ont le travail à faire pendant ce temps-là. Alors, c'est toujours un choix en déchirant. Est-ce que je vais rater quelque chose de gros si je quitte ou pas? Mais finalement, ça m'avait permis de la traquer, là, et ça a vraiment été une chasse à l'homme parce que je courais dans les corridors. C'était assez extraordinaire, mais ça m'a permis d'avoir une entrevue avec elle pour qu'elle m'explique la démarche. Donc, je pense que la question aussi est posée, est-ce qu'on a toujours notre place ou est-ce qu'on est complémentaire, etc. Mais je pense que oui, pour l'écrit, on a cet avantage-là d'avoir plus de temps. Donc, on le voit, vous êtes un petit peu dubitatif quant à cette nécessité d'être toujours donc, dans l'instantanéité, la momentanéité, d'être au moment présent, et vous dites, ben, il y a un danger d'une perte. J'aimerais en profiter, faire un glissement vers le genre de la chronique. Le genre de la chronique, lui, c'est justement un peu, il me semble en tout cas du moins, son mandat d'avoir un regard distancié sur l'actualité. Le chroniqueur ne nous propose pas le récit d'une nouvelle, la description d'une nouvelle, il propose une réflexion subjective qui s'assume comme telle, donc pour réfléchir avec parfois une petite distance. C'est un genre très très libre et ça ajoute à nos journaux, parfois même certains journaux et les chroniqueurs pullulent maintenant, on se demande s'il n'y a pas plus de chroniqueurs que d'autres choses, et c'est un reproche qu'on a entendu, je pensais à l'étude du Centre d'études des médias de l'Université Laval dont Annie Mathieu parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'opinions? Alors, quel est le rôle du chroniqueur dans tout ça, M. Gagné? D'abord, je veux juste revenir avant je ne vais pas faire mon politicien et pas répondre à la question, mais je voudrais revenir un peu sur l'atmosphère survoltée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments, en tout cas, parlons au Québec, par exemple. Il faut remonter peut-être à la fermeture de Choix FM et peut-être aux semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre pour retrouver peut-être une atmosphère semblable et des réactions aussi véhémentes d'un côté ou de l'autre. Moi, depuis que je fais de la chronique, j'en fais quand même depuis un certain temps, j'ai à peu près j'ai reçu de la merde par la poste, j'ai reçu de la pisse, je me suis fait traiter d'à peu près toutes les parties d'anatomie humaine, surtout les parties ingrates. Mais je ne dis pas ça pour me plaindre, mais simplement pour préciser une chose, c'est que je pense que la distinction entre les articles de nouvelles et les articles d'opinion sont souvent mal connus. C'est-à-dire que moi, on peut me reprocher à peu près n'importe quoi, on peut me dire que je travaille mal, on peut ne pas être d'accord avec moi, moi, ça me convient tout à fait. Les lecteurs ont le droit de réagir. La seule critique que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me reproche de donner mon opinion parce que je suis précisément payé pour ça. Au contraire, si je ne donnais pas mon opinion, qu'est-ce que je devrais faire un autre métier ou en tout cas pratiquer un autre genre de journalisme. Mais c'est vrai que les temps ont beaucoup changé, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus immédiat. On n'est plus à l'époque où les gens prenaient leur plume, Monseigneur, et puis là, vous écrivez une lettre presque parfumée pendant plusieurs heures. Là, maintenant, les réactions sont absolument instantanées, sont souvent épidermiques, même il arrive que des gens s'excusent parce qu'ils ont réagi trop vite. Est-ce qu'il y a trop de chroniqueurs? C'est comme l'éternelle question dans le spectacle, est-ce qu'il y a trop d'humoristes?
est-ce qu'il y a trop de chroniqueurs? J'avoue que j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question-là. Quand j'ai commencé, il n'y en avait presque pas. À l'époque, on disait qu'il n'y en avait pas assez. Là, maintenant, on dit qu'il y en a trop. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand on parle peut-être du manque de distanciation, du manque d'analyse, il y a aussi le fait que de l'analyse à chaud est très, très difficile à faire. L'analyse, il faut peut-être se donner le temps de la faire. Quand on veut de l'analyse presque en direct, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de prendre du recul. Et là, à ce moment-là, on peut dire que peut-être que la presse manque de constance. C'est-à-dire qu'elle devrait revenir davantage sur les événements au lieu d'essayer de les analyser presque le nez collé sur la vitre. Mais si je peux me permettre une espèce de petite conclusion, parce que cet aspect-là des choses me tient beaucoup à cœur. Moi, il y a une chose que j'aurais aimé écrire dans toutes mes chroniques. Mais je n'avais pas évidemment l'espace, puis ça serait devenu un peu répétitif. Je vais vous dire en gros de quoi il s'agissait. Je ne l'ai écrit qu'une fois, et j'aurais vraiment aimé pouvoir l'écrire à chaque fois. La cause de la crise étudiante, il y en a plusieurs. On peut dire que c'était une crise qui pouvait... On peut dire que c'est parce que la commission Charbonneau plutôt le manque de volonté du gouvernement de mettre sur pied une commission d'enquête a créé une crise de confiance. On peut dire que c'est parce que c'est un... En tout cas, bref, on peut trouver beaucoup de raisons à cette crise-là, et sans doute qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, il y en a une qui est fondamentale. C'est le cynisme politique, le cynisme total. Et là, je vais vous expliquer un petit peu où je vais en venir. Il est extrêmement ironique que la hausse des droits de scolarité soit à un moment donné devenue quelque chose de non négociable, ou même le point central d'une crise, parce que c'est peut-être le sujet à propos desquels nos politiciens ont le plus souvent changé d'idée depuis 15 ou 20 ans. Donc, et ça, là, j'insiste, c'est crucial, c'est très important, là, quelles que soient vos opinions après ça sur les frais de scolarité, c'est indéniable. Les principaux politiciens, les principaux acteurs de la crise avaient tous changé d'idée plusieurs fois sur le sujet. Donc, après ça, quand on dit que c'est quelque chose de non négociable, quelque chose de fondamental, là, vous dites, est-ce qu'on parle des comptes? La réponse est oui. Alors, je vais me citer parce que là, comme c'est un petit peu compliqué, mais la citation n'est pas longue, là, puis comme c'est... Donc, alors, Jean Charest était pour le dégel des droits de scolarité en 1998, contre en 2002, pour en 2007. D'accord? Pauline Marois était pour le gel en 1995, contre en 1998, pour en 2005, contre en 2007. D'accord? Là, vous me suivez toujours. Là, on peut parler du chef de la CAQ, François Legault, d'accord? Qui, là, lui, approuvait la hausse des droits de scolarité avec énormément d'enthousiasme. Et écoutez bien ce qu'il racontait en février 2004. Mais là, il faut dire qu'en février 2004, il appartenait à une autre troupe de théâtre. Il n'était pas dans celle de la CAQ, il était dans celle du pays. D'accord? Alors, il disait, le gel, là, c'est François Legault qui parle. Le gel des droits de scolarité, des frais de scolarité doit être maintenu. C'est vrai qu'ils sont bas au Québec par rapport au reste du Canada, mais dans bien des pays d'Europe, comme la France, les frais de scolarité ne sont rien par rapport au Québec. Et je suis de cette école de pensée à l'effet qu'il faut avoir les frais de scolarité les plus bas pour faciliter l'accessibilité. C'est notre jeunesse qu'on forme, nos leaders de demain. Et si des gens, par leurs études, remplissent des professions bien rémunérées, alors ils vont payer plus d'impôts et acquitter leurs dettes à la société. D'accord? Alors là, François Legault le rajoutait, là, ça c'est comme Paul en pleine figure, là. Il rajoutait que ça c'était l'exemple de la gauche efficace qu'il voulait incarner. Okay, c'est François Legault. Et là je me dirais, là, tu es un petit peu plus dur avec François Legault qu'avec les autres, mais si on voulait faire l'exercice, on pourrait trouver des belles citations croustillantes pour Jean Charest et pour Pauline Marois aussi, sur le sujet. Alors, tout ça pour vous dire que, ça, j'aurais aimé le dire à chaque fois. Quand on parle d'analyse, on peut faire... Mais il y a aussi une question de répétition. Et il y a aussi une question de rappel historique qu'on ne peut pas continuellement faire, malheureusement, parce qu'on manque d'espace. Alors, je m'arrête ici, parce que là, je suis en train de... Ici, hein, donc, je pense que le littéraire revient. Hein, Shakespeare disait « words, words, words ». Ici, tout ça n'était que des mots, finalement, comme M. Gagné le signale. Si tout ça n'était que des mots, la question se pose aussi dans la mesure où,
je n'avais jamais vu, autant que dans ce conflit-là, l'importance des mots. L'importance des mots est là d'avoir des journalistes de la presse écrite auprès de moi, c'est l'occasion de le souligner. C'est-à-dire que la question des mots est importante parce que le choix des mots nous révélait souvent au cœur du conflit à quel clan ou de quelle allégeance était la personne qui écrivait. C'est-à-dire que si un chroniqueur ou un journaliste utilisait le mot boycott, il fallait décoder en cela que ce chroniqueur, ce journaliste, semblait adhérer à la lecture du gouvernement Charest pour qui il n'y avait pas de grève étudiante, il n'y avait que des boycotts, donc des choix individuels d'individus qui décident de ne plus aller à leur cours. Tandis que si on persévérait à appeler ça une grève, eh bien, on s'inscrivait dans une tradition du syndicalisme étudiant. On avait le même effet, donc, avec certains mots-clés comme ça, déjà d'appeler ça, je le disais tout à l'heure, printemps érable ou printemps étudiant ou mouvement étudiant. J'imagine que pour vous, quotidiennement, la question se posait, est-ce que je dis les étudiants ont réagi au communiqué du gouvernement ou je dis les associations étudiantes? Il me semble que pendant ce conflit-là, chacun des mots pesait. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer mon sentiment. Oui, je pense que c'est important, mais je me rappelle même qu'on avait fait un texte sur ça, de voir sur la boycott versus grève. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut surmonter un malaise par rapport aux mots, c'est de le creuser. En même temps, c'est ça. En général aussi, quand on n'est pas sûr, on veut éviter d'être pris là-dedans, on va peut-être être un petit peu plus vague, ou on va utiliser plus de précautions, ou tout ça. Là. En même temps, j'ai pas eu trop de difficultés avec ça. Ça m'est pas arrivé de me retrouver, je sais pas, de souvenir de situations où j'étais mal à l'aise avec ça. En ce qui me concerne, vous avez dit qu'on pouvait tout de suite colorer le journaliste ou le chroniqueur là, en fonction des mots qu'il utilisait. Je suis pas nécessairement d'accord. Dans la mesure où, oui, les mots, c'est notre instrument de travail principal. On fait effectivement très, très attention, les étudiants, ou de parler de telle association, etc. Mais j'aimerais soulever deux difficultés là-dedans. D'abord, ça va vous paraître bête, mais les synonymes, là, c'est un problème de tout. Quand on écrit, on ne peut pas faire de la répétition, c'est une des règles de base en journalisme. Là. Alors, des fois, on veut changer la formule parce qu'on a dit 8 fois étudiant, alors on va essayer de trouver autre chose. Puis des fois, en voulant changer, puis on oublie peut-être à l'esprit que, oups, là, j'ai utilisé boycott. Là, tu vas te le faire dire, par exemple, par les lecteurs, puis effectivement, on va se faire accuser de... Donc, il y a cette difficulté-là. Et la deuxième est également de trouver, effectivement, l'équilibre, parce que, encore une fois, dans un flot d'informations, est-ce qu'on reprend les termes du gouvernement, est-ce qu'on reprend les termes des étudiants, ou est-ce qu'on en trouve nous autres mêmes? On est un peu pris là, entre l'arbre et l'écorce parfois, là, ça fait que puis l'idée de volonté ou de se colorer, je comprends la perception, mais c'est pas toujours une intention. Là. En fait, dans mon cas, c'est jamais une intention. J'essaie d'être assez... D'accord. Oui. Pour ma part, on dira que c'est plus facile parce que je suis dans le domaine de l'opinion, mais il n'y a jamais été question d'utiliser le mot boycott, là, peu importe. Ça, c'est du charabia gouvernemental, c'est de la langue de bois, c'est du spin de relations publiques, excusez-moi le mot, c'est du bullshit. Même Jean Charest, dans ses mémoires, parlait de grève, parce qu'il avait fait une grève, je pense, quand il était à l'école secondaire. Arrêtez, on n'a jamais parlé de boycott. On ne parlait pas de boycott il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est simplement un mot que le gouvernement a décidé de mettre dans son vocabulaire pour nous spinner. De la même façon, par exemple, qu'en ce moment, le gouvernement conservateur de Stephen Harper ne fait pas une réforme de l'assurance chômage, il fait des ajustements. Vous comprenez? Alors, c'est sans arrêt. Pour n'importe quel... encore une fois, là, on pourrait très facilement trouver plein d'exemples. Il ne faut pas entrer là-dedans. Il ne faut pas prendre le jargon gouvernemental puis en faire un élément de débat, justement, parce que là, on se perd dans les mots.
au lieu de discuter du fond du problème, on finit qu'on discute juste des questions de vocabulaire. Est-ce que tu as utilisé boycott? Est-ce que tu as utilisé grève? Est-ce que donc il y a un sens caché derrière tes mots? Arrêtez. En effet. Ça me fait penser, parce qu'il y a de l'humour dans vos interventions, il y a de l'humour dans vos chroniques aussi. On peut faire de l'humour sur un sujet aussi sérieux, un sujet qui divise, un sujet où, donc, vous l'avez fait à l'occasion. Pourquoi est-ce que c'est un vecteur, on peut par là passer de nouvelles idées, ou au contraire, ça permet de relativiser les choses? Pourquoi l'humour? Ça permet un peu de dédramatiser. Moi, j'ai toujours essayé d'intégrer un peu d'humour dans mes chroniques. Je le fais un peu plus depuis... Je pourrais pratiquement dire la date, là, si je fouillais. Là. Un jour, j'entendais un animateur de radio, je ne me souviens pas lequel, là, puis ça n'a pas vraiment d'importance, faire une sortie véhémente en faveur du virage à droite sur feu rouge. Là. Je me souviens de ce débat-là il y a, je crois, 7 ou 8 ans, peut-être plus, je me souviens. Et je me souviens d'avoir entendu cette sortie véhémente. On avait l'impression, probablement qu'il n'aurait pas utilisé des mots plus durs pour dénoncer, je ne sais pas, la torture en Syrie ou quelque chose comme ça. Donc, je me souviens que je m'étais dit, bon, ça, on en est rendu là. On n'a plus du tout de distance. On se prend tellement au sérieux. On est devenu... On est malade. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai peut-être essayé d'en intégrer un peu plus d'humour pour montrer qu'à un moment donné aussi, on peut... on n'est pas obligé non plus de toujours... se mettre les tripes sur la table et s'éviscérer pour qu'un message passe. Si vous voyez ce que... Tout à fait. Donc, d'avoir une espèce, je pense que c'est le lieu, finalement, de la chronique où on a une espèce d'espace. Il y a une gradation, c'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment fondamentales. Je ne sais pas si on fait une chronique, par exemple, pour dénoncer un attentat raciste, ça va être beaucoup plus difficile d'intégrer de l'humour. Par contre, il y a quand même des sujets pour lesquels on peut un peu plus se le permettre. Il y a une gradation, bref. Je vais me permettre, en plus, le mot radio a été énoncé, je vais me permettre un petit lien, ça sera une manière de terminer cette question-là avant de vous passer la parole. Il y aura tout à l'heure une très intéressante table ronde, là encore, sur le phénomène Québec. Québec a toujours eu une place à part dans l'échiquier politique québécois, sans remonter là, à Mathusalem, déjà à la rébellion des Patriotes ou au référendum de 95. Québec a toujours une posture un petit peu différente des régions, mais aussi de Montréal. Et Québec a une culture médiatique particulière. Les trois, donc, vous œuvrez pour décrire principalement, je dirais, la scène de l'actualité ici à Québec, que ce soit Annie Mathieu au Journal Le Soleil, donc l'info sur Québec, mais pour Québec. Isabelle Porter au Devoir, c'est l'info sur Québec, mais pour la province au complet. Et il faut dire, le Devoir ancré tout de même un peu à Montréal. Et Jean-Simon Gagné, des chroniques aussi, parfois sur Québec, mais pour Québec. Alors, c'est quoi la culture médiatique à Québec? Est-ce qu'il y a là quelque chose de particulier? Est-ce qu'on peut, est-ce que ça a teinté notre implication dans le conflit étudiant? Est-ce qu'il y a des cordes sensibles particulières donc, pour toucher le public lecteur de la région de Québec? Je ne sais pas si quelqu'un peut attraper la balle au vol. C'est sûr que, étant une fille de Montréal aussi, en arrivant dans un milieu médiatique ou dans une ville comme Québec, il y a une différence, on en parle souvent, mais la différence là, la plus marquante, ou en fait ce que je note, c'est beaucoup l'influence des radios parlées ici. Alors, et là, on ne sait jamais qui influence qui. C'est la population qui influence les radios qui sont influencées. Bon, enfin, on fera l'éternel débat. Alors, mais ce que j'aimerais ça donner un exemple. Par exemple, quand on couvrait les manifestations, j'étais à la manifestation de Montréal du 22 mai. Et puis là, c'était gros, c'était spectaculaire. C'était pas celle du 22 mars, mais quand même. Et puis, une semaine ou deux plus tard, on était à Québec, je pense qu'Isabelle était là. Et je me rappelle, on est tourné sur Grande Allée. Et puis là, il y avait des gens sur les terrasses, parce qu'il faisait beau, il y avait un vrai printemps à ce moment-là. Il y a quasiment eu une bataille là, sous nos yeux. Et quand les étudiants qui manifestaient sont arrivés, là, ils se sont fait huer. Et ça m'avait marqué là, de façon... alors, le contexte est effectivement différent. Et aussi,
Laurent Proulx qui est ici, qui étudie ici. L'autre contexte, comment il s'appelle déjà? L'autre étudiant là, qui est également d'ici. Pourquoi Ce sont les étudiants qui ont fait des injonctions pour pouvoir retourner à leurs études. Donc, le contexte de couverture est également différent qu'à Montréal. Je sais quoi la question? Ben, la couverture, le contexte particulier des médias à Québec, qui est peut-être le lien avec la couleur qu'a pris l'implication des étudiants de Québec, peut-être. C'est certain qu'on a senti la différence. Moi, ne serait-ce que parce que mes collègues du Devoir sont à Montréal. Moi, je suis toute seule au bureau de Québec. À chaque fois qu'on se parlait, je sentais la différente ambiance qu'il y avait à Montréal. En plus, là-bas, nos bureaux sont en plein centre-ville, donc ils entendaient les manifestations par la fenêtre. Il y avait vraiment je sais pas, une espèce d'euphorie pendant certaines manifestations. Puis, il y avait, on sentait moins, je pense, à Montréal, le courant contre, dans le fond. Là. Moi, je l'ai senti aussi beaucoup dans mes reportages sur d'autres sujets. Je me rappelle, pendant la campagne électorale, d'être allée dans Vanier, interroger des gens pour savoir un peu comment est-ce qu'ils avaient l'intention de voter. Puis ça m'avait vraiment étonné le nombre de références qu'ils faisaient à certains animateurs de radio dans leurs commentaires, dont Sylvain Bouchard, sur les payeurs de taxes et tout. Puis même une dame qui m'avait dit vous savez, moi j'ai jamais voté pour les libéraux de toute ma vie et je vais le faire cette fois-ci parce que M. Charest, il ne va pas laisser faire les maudits étudiants. Tu sais, c'était quand même assez marqué là, à ce moment-là. Donc oui, c'est certain que la dynamique est différente. En même temps, on s'est retrouvé quand même confronté à des situations tellement similaires. Justement, toute la question des règlements municipaux, comment ça s'est passé, les tensions autour de ça, ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville de Québec faisait vraiment écho à ce qui se passait à Montréal. Une petite anecdote par ailleurs sur le fait que les médias écrits, on serait en décalage. On a quand même beaucoup utilisé le web pendant la journée pour publier des articles pendant le conflit. Puis ça allait à un rythme hallucinant. Moi, je me rappelle, j'avais sorti que la Ville de Québec avait sorti son règlement anti-masque. C'était passé au comité exécutif. J'avais ça sur le web en après-midi. Puis, une heure plus tard, je suis rendue à l'Assemblée nationale pour une conférence de presse. Puis là, j'apprends que ça tient plus parce que, dans le fond, le maire était pas au courant que son comité exécutif l'avait passé. Puis il avait déjà dit qu'il n'y avait plus le truc des masques dans son propre règlement. Tout le monde était dépassé. Tu sais, quand c'est rendu que le maire lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il adopte, là, c'est quand même incroyable. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a ça qui sort. Puis là, tu n'as même pas le temps d'aller écrire un autre article parce que tu es dans une autre affaire. C'était assez hallucinant. Bref. Avec le web, on peut quand même faire beaucoup de choses avant le journal du matin. Mais il y a un danger. Il y a le danger de cette immédiateté. Je pense qu'il a appris comme ça, en fait, grâce à ces que c'était sorti. Je ne sais pas si M. Gagnon a un mot sur Québec. Oui, bien, on fait souvent la distinction entre Québec-Montréal, mais par exemple, on oublie souvent de parler, par exemple, d'une ville comme Rimouski. Le mouvement étudiant n'était pas juste une affaire de grande ville, parce qu'à Rimouski, toute proportion gardée, ça a peut-être été plus gros encore qu'à Montréal. C'est sûr que le fait est que c'est une plus petite ville. Mais donc, pour ce qui est de Québec, il est indéniable qu'il y a très peu de télé à Québec. Les vedettes ici sont... Les vedettes des médias à Québec, c'est la radio, surtout la radio privée. Mais ce que je voudrais dire, et ce qui serait intéressant peut-être d'analyser d'un point de vue sociologique, c'est dans la crise, tout s'est décidé, à mon avis, un peu au début, quand les cégeps de la région n'ont pas embarqué dans le mouvement, et quand une bonne partie de l'université non plus n'a pas embarqué, parce que un des facteurs de conversion, je dirais, des gens, probablement le plus fort, c'était dans votre famille. Quand vous aviez un gréviste ou une gréviste dans votre famille, souvent, c'était le point de vue, par exemple, des grands-parents était très, très, très différent. Donc, évidemment, les régions où ça a commencé, il y a eu probablement un effet de conversion, là, si je peux me permettre, ainsi qui n'a peut-être pas joué aussi à Québec, parce qu'il n'y avait pas... Et d'ailleurs, les manifs ici étaient beaucoup moins importantes, proportion gardée.
Il y aurait bien entendu 1001 autres aspects à aborder et d'autres questions, mais il me tarde de vous laisser la parole. Je voudrais tout de même qu'on remercie les panélistes qui sont venus nous donner un œil sur ce qui se passe de l'intérieur. Alors, je laisserai la place au public, aux interventions, aux questions. Les professeurs, les étudiants, les lecteurs de journaux. Oui, oui. J'aimerais entendre ce que vous avez pensé de notre couverture en tant que journaliste. Tout le monde confondu. C'est sûr que vous pensez, là, on ne sera pas fâchés. Oui, alors, professeur, pour casser la glace, peut-être. C'est pas pour répondre à ta question, mais c'est que moi, j'enseigne l'anglais ici. Je viens de l'Ontario. J'ai eu une autre vie, parce que ça fait 30 ans que je suis au Québec. Mais j'ai suivi beaucoup... oui, vous approchez du micro. J'ai beaucoup suivi, évidemment, durant la grève, tout le mouvement, ce que les médias de langue anglaise disaient. Et je voulais juste savoir un peu si vous avez eu des échanges avec vos collègues là-dedans, parce que honnêtement, moi j'ai écrit, on a parlé tantôt des plaintes qui étaient envoyées à Radio-Canada, assez divisées. J'ai envoyé moi-même plusieurs courriels au CBC, à d'autres instances. J'ai fait des interventions lors de l'émission Cross Country Check-up avec Max Murphy, qui lui voulait parler que de la violence pendant le mouvement étudiant. Et c'est ça, j'étais juste curieuse de savoir si vous avez eu comme votre perception, les échanges avec les collègues pour distinguer un petit peu. Mon impression était que les médias de langue anglaise, c'était vraiment, moi je ne m'identifie pas du tout avec ce qui se passait, c'était très négatif, très contre le mouvement. Il n'y avait vraiment pas grand-chose qui était... Pour reprendre ce que je disais au début, les journalistes ne sont pas différents du reste de la population, c'est-à-dire qu'ils partagent une bonne partie des préjugés. Et autant du point de vue, par exemple, des journalistes francophones au Québec, on pouvait voir un petit peu leurs préjugés à l'égard des jeunes, autant dans bien des couvertures qui venaient du Canada anglais, on voyait un peu les préjugés à l'égard du Québec. Je me souviens d'un reportage de Maclean's sur le mouvement étudiant, ça en était drôle. La description qu'on donnait même de la place Émilie Gamelin à Montréal, on prenait la peine de dire que c'était une place de Robineux. Donc vous aviez tout un espèce d'ensemble de petits détails qui n'avaient finalement rien à voir avec la crise elle-même, qui étaient mis un avec l'autre. Donc on faisait une espèce de belle courte pointe et le résultat était aberrant. On ne reconnaissait pas du tout le mouvement derrière ça. Je veux juste dire, peut-être, là c'est la parole, mais c'est vrai qu'aussi, à un moment donné, il a commencé à ressentir dans les associations étudiantes des universités ailleurs. Hein, ça a eu un impact, puis on dirait que ça leur a donné un certain espoir, puis là, ça a commencé à bouger. Puis il y avait quand même, à un moment donné, des interventions de parents qui étaient comme en faveur, qui disaient « Wow, eux autres, ils contestent, c'est pour ça que, justement... » Et là, tout d'un coup, on entend beaucoup de choses qui sortent comme de l'Ontario par rapport aux augmentations dans les frais de scolarité, etc. Et là, je trouve ça intéressant, mais ça a pris beaucoup de temps. Ben, en fait, moi, je pourrais renchérir que c'est dommage, en fait, parce que les comparaisons dans ce conflit-là étaient assez éclairantes, qu'on se compare avec le Canada anglais ou au reste du monde. Mais sur la question de la violence, Rex Murphy, tout ça, je pense que c'est pas propre au conflit étudiant. En général, quand il y a des manifestations importantes, et qu'il y a de la violence, même ne serait-ce que de façon marginale, ça finit par prendre toute la place. Et plus on s'éloigne, pire c'est. Je vais faire un clin d'œil, mais moi, je reviens de 2 semaines en Tunisie. Avant de partir, tout le monde me disait c'est dangereux là-bas parce qu'il y avait eu des manifs il y a quelques semaines et tout. Puis quand tu es sur place, tu mesures l'absurdité de ça, dans le sens où non, il n'y avait pas de danger. En même temps, pendant la crise étudiante, à l'autre bout du monde, ils avaient l'impression que c'était la guerre civile ici. Pourquoi? En bonne partie parce que dans les topos à l'international, à la télé, souvent, c'est plus facile de mettre une coupe d'image d'une vitre cassée que je sais pas moi, de filmer une assemblée étudiante avec toutes les subtilités des échanges. Donc,
c'est ça. Bref, plus on s'éloigne, plus c'est flou. Et tantôt, Jean-Simon a parlé de moments cathartiques, là, de grandes tensions à Québec. On a vu ça aussi beaucoup, je pense, en 2001, lors du sommet des Amériques, où il y avait des grands enjeux politiques, internationaux et tout ça. Et la question de la violence dans les manifs avait vraiment accaparé les discussions, les articles de journaux. C'est comme si, à partir du moment où il y a des manifs, une espèce de tendance des médias à couvrir ça comme un fait divers. À chaque fois, ça fait ça. Puis, en tout cas, moi, je sais qu'on a essayé de sortir le plus possible du fait divers là, pendant la crise étudiante. Mais souvent, malheureusement, les manifestants eux-mêmes contribuent à jouer le jeu en donnant beaucoup de place aux manifestations, entre autres sur les médias sociaux. Tout ça. Bref, c'est une tension persistante dans les médias. Alors, Mme Gauthier. Bonjour. En fait, j'aimerais avoir votre opinion sur la médiatisation qu'il y a eu autour des leaders de la FEC, de la FEC, de l'AC. Parce qu'à mon avis, c'est créé une sorte de micro-star system qui fait en sorte que, par exemple, on a vu des débats avec Richard Martineau et Éric Duhem qui étaient basés presque uniquement sur le fait que Gabriel Nadeau-Dubois ne voulait pas dénoncer ce qui s'était fait sur le bon Jacques-Cartier. Or, j'ai l'impression que ça l'a centralisé le débat autour de quelque chose qui ne devait pas être un débat. Puis j'aimerais juste avoir votre opinion sur le sujet. Comment est-ce que peut-être les médias télévisés ont eu une influence à ce niveau-là? Donc, la personnalisation du sujet, finalement. Dans un certain sens, ça va peut-être être gros ce que je vais dire, mais c'est quasiment inévitable là, de personnaliser. C'est comme c'était Mme Beauchamp, c'était elle, le conflit, on le personnalisait avec elle. C'était pas Charest parce qu'il se cachait, ou je sais pas, il était où, mais il était pas très présent. Et c'est évident également que les leaders étudiants qui étaient en place à ce moment-là avaient des personnalités assez fortes également, donc ça l'a beaucoup joué. Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, et Léo Bureau-Blouin, Martine Desjardins peut-être moins, là. Mais c'est un star system, mais c'est également un hate system, là. Je ne sais pas comment mais il y a eu tout l'effet inverse aussi, là. Donc, encore une fois, c'était tout à fait polarisé là, dans les deux sens. Mais, tu sais, puis je prends un exemple aussi, si on voulait interviewer quelqu'un de la classe, par exemple, et qu'on nous donnait un autre porte-parole que Gabriel Nadeau-Dubois, souvent, c'était peut-être pas aussi bien articulé. Il était très bon, là, je veux dire, il était capable de nous faire des lignes qui alors que des fois, nous, c'est ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui ramasse bien sa pensée, puis alors que des fois, là, on avait quelqu'un d'autre qui avait peut-être moins l'habitude ou qui avait moins le sens, alors qu'il nous arrivait avec quelque chose d'un peu plus pas broche à fond, mais moins clair, moins... Alors là, tu sais, c'est que ça... Alors, on est coupable aussi de ça, des fois, là, de vouloir avoir la personne qui, mais c'est une arme à double tranchant. Le casting des 3 leaders étudiants, c'était presque diabolique. Parce que presque tout le monde pouvait se reconnaître dans un ou dans une. On aurait dit que ça avait été pensé. Mais je veux juste... sur la difficulté de comprendre la classe en particulier ou les nouvelles méthodes des militants, je voudrais vous rappeler une anecdote. En 2001, à la veille du sommet des Amériques, on parlait beaucoup de la construction d'un Black Bloc à Québec. Et bon sang, on avait essayé d'expliquer ça à des collègues plus âgés au Soleil. À l'époque, la salle de rédaction était beaucoup plus âgée. Et on leur expliquait finalement que c'était des groupes qui se mettaient ensemble de façon temporaire. On leur disait c'est pas un parti politique. Et malgré tout ça, malgré des séances presque de formation, au moment du sommet, il y avait encore de mes collègues qui cherchaient un numéro de téléphone pour téléphoner au Black Bloc, comme si quelqu'un allait leur répondre quelque part en Alabama ou aux Pays-Bas, Black Bloc, bonjour. Donc, à un moment donné, tu abandonnes. Ça va, continue à chercher.
Alors, je vais passer aux questions. Il faut dire qu'il y a quelque chose de très humain, et on parlait de l'œuf et la poule aussi. Hein. Est-ce que les médias nous donnent ce que nous voulons, ou est-ce qu'au contraire, ils se contentent de nous garder dans une certaine superficialité? Il faut se poser la question nous-mêmes, hein, et interroger vos clics dans une journée. Est-ce que je clique sur l'article dossier de fond, ou je clique sur la chose qui est facile, qui est sur une personnalité connue, qui m'a déjà intéressé? Donc, c'est difficile de départager les choses. Peut-être que vous étiez là avant, à vous. Yes. Est-ce que vous sentez que vous avez une liberté d'expression quand vous écrivez, ou qu'il y a une liberté d'expression en général dans les journaux? Ça, je peux répondre à ça. Puis, vraiment, oui. Je suis toujours surprise d'entendre des gens penser qu'on est sous contrôle et puis que nos patrons nous disent quoi penser, quoi faire. Vraiment, là, oui, on est libre de faire... on est libre dans notre travail, il n'y a pas de contrôle. Là, moi, depuis que ça fait longtemps que je travaille comme journaliste, puis c'est pas l'expérience... j'ai jamais vécu ça. Là. Par ailleurs, s'il y a un contrôle de la part de nos patrons, c'est plus de l'ordre de... On va être surveillé par rapport à notre rigueur professionnelle ou des choses comme ça. C'est ça, en fait, là, qui est sous surveillance dans nos médias. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, on est des êtres humains, il y a des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, on va quand même avoir dans le choix de nos sujets, personnellement, on a nos intérêts personnels. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. En ce qui me concerne, je peux dire que je me sens souvent censurée dans la mesure que je voudrais écrire 14 pages sur mon sujet, puis finalement, on me donne ça d'espace. C'est blague à part, là, je partage ce qu'Isabelle dit. C'est effectivement dans les manifestations, parce qu'on se mêlait justement aux manifestants, peut-être même qu'on a marché à côté certaines personnes dans la salle, mais puis là c'était ouais, puis ton boss il t'a dit d'écrire ça, ou tu sais, toi tu viens de Jessica, ça fait que toi t'es. Il y a comme une espèce d'impression là, de super contrôle là, d'une main qu'on est comme des marionnettes. Là. Personnellement, là, comme je disais, mis à part le fait qu'effectivement, dans les longueurs de mes textes, je suis très contrôlée, il y a peut-être la nuance que j'aimerais apporter, peut-être, là, puis ça vient encore de l'objectivité qui n'est jamais possible parce que ça se peut pas, mais en discutant avec ton boss ou en discutant avec tes collègues, des fois, tu sais pas trop quelle angle prendre pour un certain sujet, on s'alimente, donc c'est sûr qu'on va prendre une tangente, là, mais j'ai jamais senti que mon patron il essayait de m'amener vers quelque chose là, plus qu'une autre. C'est celui qui a la rigueur. Est-ce que je peux amener un autre son de cloche? Moi, j'ai l'impression que la liberté d'expression dans un média en particulier dépend beaucoup de l'administration en place, des propriétaires. Au Soleil, la liberté d'expression est très grande ces années-ci, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je peux dire, j'ai eu des chroniques censurées, j'ai eu toutes sortes de problèmes avec des directions au Soleil. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années, mais ça a déjà existé. Il y avait des choses tout simplement qu'on t'interdisait de dire à une certaine époque. Puis si tu le disais, tu avais des problèmes. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui, mais la perception, c'est que les gens ont l'impression que nos propriétaires nous téléphonent pour nous dire quoi écrire, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, il y a une chose qui est claire, la liberté d'expression n'est pas absolue dans le sens que, même s'il y a une énorme tolérance, là, moi, par exemple, je ne pourrais pas menacer quelqu'un. Je ne pourrais pas menacer. Ça, je ne pourrais pas le faire. Là, je pense qu'on m'enlèverait ma chronique et je pense qu'on serait justifié de le faire. Il y a des limites. Là. La question de la diffamation, c'est vrai que c'est une préoccupation super importante. C'est peut-être la chose sur laquelle nos patrons sont les plus frileux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à la menace de poursuite, donc d'où les vérifications nombreuses qu'on doit faire et tout ça. Puis en plus, c'est pas tous les journaux qui ont la même capacité à se défendre, qui ont les mêmes moyens pour se défendre en cours. Donc, à la limite, chez Québécois, ils vont prendre beaucoup plus de risques par rapport à ça qu'au Devoir, parce qu'ils n'ont pas le même budget de contentieux. Ça, c'est vraiment super important. Donc, la liberté de parole serait un peu freinée par son corollaire, qui est la responsabilité de cette parole. Alors, Mme Garon. Oui, moi, ma question, c'est
il y a beaucoup d'étudiants qui ont adhéré au mouvement, puis qui étaient en faveur du mouvement étudiant, qui sont déçus de ce qui en découle, puis des conclusions qu'on peut y trouver. Puis les personnes qui sont déçues de ces conclusions-là il y en a beaucoup qui vont accuser le rôle des médias dans cette situation-là, à savoir, ils vont leur reprocher leur manque d'objectivité, même leur manque d'appui. Puis je me demandais si vous étiez d'accord et si vous acceptiez l'aussi grand rôle qu'on accorde aux médias dans l'implication dans des débats comme ça. En tout cas, c'est pas le rôle des médias d'appuyer les étudiants, premièrement. Non, je suis d'accord avec vous. Puis cette déception-là, je pense pas pouvoir affirmer que les médias n'ont aucune responsabilité là-dedans, mais c'est certainement une responsabilité qui est partagée. Puis je pense que le faible impact, ou soi-disant faible impact de la crise étudiante, ça reste un peu pas un mystère, mais c'est quelque chose à propos on s'interroge tous là-dessus, je pense, en ce moment. Là, moi, j'ai écrit au lendemain de l'élection sur l'impact possible, tout ça, dans la foulée de l'élection, puis à une certaine époque, on pensait que l'élection du Parti québécois, la politisation dans la campagne électorale est vraiment un impact important. Est-ce que ça va être durable? Je ne sais pas. En même temps, nous, on a senti beaucoup au journal d'arrivée d'une nouvelle génération dans l'espace politique, même des nouveaux lecteurs. C'est quand même pas rien, cette expérience-là. C'est parce qu'on a beaucoup parlé du négatif depuis tantôt, mais il s'est quand même passé quelque chose d'important pour beaucoup d'individus, puis ça s'est traduit dans les médias. Il y a une espèce de... Ça faisait des années qu'on disait que les jeunes au Québec étaient apolitiques, s'intéressaient à rien, puis là, tout d'un coup... de ce phénomène-là majeur qui apparaît, c'est quand même quelque chose. Ben c'est ça. En fait, c'est parce que peut-être qu'on ne s'entend pas sur l'interprétation donnée aux suites. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à avoir plus d'effets immédiats, mais je pense qu'un mouvement comme ça s'étudie à plus long terme. On verra bien. Il est certainement trop tôt pour être déçu. Évidemment, peut-être qu'on attendait plus de résultats à très court terme, c'est normal, mais on pourrait s'en reparler dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que l'analyse ne sera pas du tout la même. Je veux dire, on ne peut tout simplement pas nous reprocher de ne pas en avoir parlé. Non, même que le reproche inverse a été fait à certains endroits. Oui, donc moi je me demandais, sachant que chaque journaux a une espèce d'allégeance, dites-moi si je me trompe, mais une certaine allégeance à un parti politique ou plutôt être de gauche, de droite, est-ce que durant le conflit, ça a créé des conflits entre les journaux? Le fait que chacun traite la nouvelle de façon différente ou est-ce que vous communiquiez entre vous, entre les journaux, de la façon dont vous alliez traiter la nouvelle? On ne communique pas entre nous, mais on se parle quand on trouve des événements. C'est pas la guerre dans les médias. Sur le terrain, d'ailleurs, il y a une certaine camaraderie. Mais moi, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi qui m'a frappé pendant le conflit, c'est comment les journalistes de TVA se faisaient traiter dans les manifs. J'ai trouvé ça assez dérangeant. Comme si, parce que je me rappelle de la manif dont tu parlais tout à l'heure, il y avait un type qui voulait dans la manif que je côtoie régulièrement, qui fait son travail de journaliste bien comme il faut, et tout ça, puis les manifestants étaient après lui parce qu'il était fâché contre Richard Martineau, entre autres. C'est plate ça, que ça arrive. En même temps, à l'inverse, il y a des journalistes qui ont eu des problèmes avec les policiers, on a vu de tout, là, mais je pense aussi qu'il faut reconnaître que pendant le conflit étudiant, il y a eu une espèce de positionnement idéologique des médias, Québécois étant clairement plus du côté du gouvernement, je veux dire, c'est évident. Puis le Devoir c'est assez positionné, clairement plus sympathique aux étudiants, a occupé un espace il n'y avait pas grand monde. Là. Je sais, moi, que ça fait l'objet de discussion à l'interne. C'est un choix qui a été pris. Mais pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que pendant longtemps, au Québec, on était tellement axé entre médias fédéralistes, médias souverainistes. Puis là, c'est
c'est comme si on avait un peu l'impression d'être en France. Je ne sais pas qu'est-ce que ça augure, qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir, mais c'est sûr que ça a joué dans la dynamique pendant le conflit. C'est important. D'autres interventions? Par exemple, au Soleil, contrairement, mettons, au Devoir ou aux journaux québécois, c'était très difficile. Moi, j'ai des collègues chroniqueurs qui étaient pas du tout d'accord avec quoi que ce soit que j'écrivais. J'étais pas du tout d'accord, mais ça n'a jamais causé de tension entre nous. Moi, je trouve ça bien de trouver... je trouve que c'est bien un journal généraliste dans lequel tu trouves une diversité aussi. C'est rassurant. Juste pour faire référence à l'étude dont je faisais mention tantôt, le centre d'études sur les médias à l'Université Laval avait évalué 4000 articles entre le 13 février et le 23 juin. Ça va tout à fait dans le sens que Isabelle et Jean-Simon ont dit. Donc, le Journal de Montréal, parce qu'ils ont évalué le Journal de Montréal, le Devoir, la Gazette et la Presse. Donc, le Journal de Montréal s'est positionné pro-gouvernemental, le Devoir pro-étudiant. La Gazette, on dit qu'il est très négatif envers les carrés rouges. Et la presse aurait eu le traitement le plus équilibré. Donc, il y aurait eu 60% des articles qui n'auraient pas eu d'orientation, en tout cas selon les critères des chercheurs. Et par rapport à la question, est-ce qu'on se parle? Ça serait pour se dire quoi, en fait? Mais je pose la question dans la mesure où, effectivement, comme Isabelle disait, on a une espèce de... On s'observe beaucoup, là, on s'analyse et se critique beaucoup, là. Ça, c'est comme notre job de tous les matins, là, pour voir qu'est-ce que l'un a fait, puis de quelle façon ils l'ont traité, puis quel sujet, ah non, puis il a dit ça, puis moi je ne l'ai pas dit, ou bon... Mais sinon, c'est pour savoir si toi, tu vas te mettre là, puis moi, je vais faire ça. Ça serait tout ça, là? Non, c'est juste pour savoir si vous en discutiez des fois entre journaux. Non, c'est juste... Mais je pense que le conflit étudiant, là, c'est entre journaux, entre collègues, entre membres d'une famille. Je veux dire, c'est... puis on retrouvait autant dans la salle de rédaction des opinions polarisées que chez moi, dans ma famille, ou que probablement chez nous tous, là. Oui, puis il faut dire aussi qu'à la limite, les journalistes de différents médias qui couvrent la même affaire ont souvent plus de choses en commun parce qu'ils couvrent la même affaire qu'avec des collègues de leurs médias qui couvrent d'autres choses, avec des éditorialistes. Et pour préciser sur le côté équilibré de la couverture, moi je voudrais quand même souligner que même si le Devoir s'est montré plus sympathique envers les étudiants, les journalistes, nous, sur le terrain, on n'était pas moins neutres que les autres. Ouais. Encore peut-être, monsieur? Bonjour. Ça va se distinguer peut-être en deux volets. Une première partie, ça va être la question de fond, puis la deuxième avec un exemple justement sur la situation du printemps érable. Donc, ma question porte en fait, vous parlez d'éthique de travail. Donc, par rapport à votre éthique de travail, comment est-ce qu'elle vous permet d'éviter d'être manipulé jusqu'à un certain point? Et donc influencer ainsi votre rôle sur la société. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple qu'on a vu avec Enquête, qui a fait dans le fond un reportage sur ce qui s'est passé à Victoriaville. Pourquoi je dis que les médias ont pu être manipulés? Là, je voulais juste savoir comment est-ce que votre éthique de travail peut permettre de contourner cette manipulation-là. C'est que les policiers avaient du damage control à faire cette journée-là avec les médias. Notamment parce qu'il y avait eu des blessés graves. Notamment, une personne avait perdu un œil, une autre personne avait perdu pas mal de dents, l'autre a perdu une oreille. Puis, bon, en masse de personnes qui ont été gazées. Donc, les policiers avaient, entre autres, à dire que les balles de caoutchouc n'ont pas été utilisées. C'est probablement... En fait, ce n'est pas les manifestants qui ont été blessés. Donc, et c'était faux, ce qu'ils disaient. Donc, pourquoi on dit ça si c'est quelque chose qui est faux? Peut-être parce qu'ils ne le savaient pas, mais peut-être aussi qu'il y avait du damage control à faire, ils devaient passer par les médias pour le faire, donc manipuler les médias. C'est sûr que la journée même, c'est probablement pas évident de voir ce qui est vrai, de ce qui est faux, puis ensuite de le reporter, mais 2 semaines plus tard, le représentant policier a encore fait la même affirmation. Donc, j'aimerais savoir par rapport à qu'est-ce qui serait idéalement là, une bonne façon de pouvoir éviter ce genre de choses. Ben, on tend toujours vers... ça va paraître bête ce que je veux dire, de ne pas croire ce qu'on nous dit dans un certain sens. C'est-à-dire que peu importe que ce soit un politicien, un
policier, ou c'est de vérifier ou d'avoir la contrepartie. Dans ce cas-ci, des bâtons cinétiques avaient été utilisés. Ça a été, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en tout cas moi, si j'avais trouvé des informations là-dessus, beaucoup sur Facebook, en fait, beaucoup de gens qui étaient là, etc., puis partageaient des choses, et ça nous avait permis de monter quelque chose d'assez substantiel là-dessus. Mais au moment où ça se passe, là, je pense que c'est plus ça le sens de votre question, pardon. Effectivement, c'est difficile, mais on est toujours ou on essaie d'être toujours dans prétend que. Peut-être que ça n'a pas été fait de cette façon-là, mais après ça, on dit ça, puis le lendemain, on court vers, OK, il faut essayer de trouver des gens qui disent l'inverse pour corroborer. Je veux dire, c'est tout le temps comme ça. C'est vrai que votre question est d'autant plus importante qu'une des choses dont on a peu parlé, mais qui est devenue une difficulté, je pense, dans le métier de journaliste, vous me corrigerez, c'est que toutes les instances qui ont du pouvoir se dotent ou utilisent des services de firmes de relations publiques, et ils ont déjà une stratégie discursive qui est préétablie, et le pauvre journaliste, lui, arrive, et c'est vrai qu'en effet, on peut lui tendre un piège à certains moments, il peut vraiment tomber dans le panneau parce que le communiqué de presse est rédigé de telle et telle façon, parce que tout a déjà été pensé. L'exemple qui a peut-être été mieux documenté là-dessus, c'est la première guerre en Irak, où on a montré comment le gouvernement américain avait été donc au-delà des premières interrogations, bien au-delà de ces interrogations. Oui, puis pour compléter, il y a des tactiques aussi, là, comme si le gouvernement veut qu'un rapport passe en douce et soit pas trop, un rapport controversé soit pas trop, pas trop d'impact, on va s'arranger pour le rendre public un vendredi à 5h30, puis 400 pages à lire, puis les salles de rédaction sont très vite. C'est ça aussi, c'est que non seulement il y a des gens qui font des coms, mais ils tiennent compte des contraintes de temps des journalistes pour contrôler l'information. Le seul remède à ça, c'est la persévérance. C'est-à-dire que peut-être sur le coup, c'est impossible de différencier la bullshit, pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure. Je m'en excuse, mais c'est la seule façon de qualifier ça. L'espèce de charabia qu'on nous sert. C'est la persévérance qui permet de réévaluer les choses, mais sur le coup, c'est très, très, très difficile. Souvent, les journalistes manquent de temps. Et moi, je vous dirais que rien que le fait de parler de bâton cinétique, c'est déjà, là, il me semble, avant ça, on parlait de balles de plastique, on parlait de choses qui étaient évidentes, là, qui évoquaient quelque chose. Bâton cinétique, qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi, ça? Donc, on arrive avec des termes, déjà les termes sont presque incompréhensibles. On pourrait parler de dommages collatéraux, de frappes stratégiques chirurgicales pour remplacer les mots bombardement sur des populations civiles qui... Donc, en général, quand on arrive avec des mots comme ça, il y a des spins, il y a des spécialistes de relations publiques en arrière de ça. Il y a déjà du monde qui veut orienter la conversation. Il faut se méfier, peu importe d'ailleurs, c'est pas une histoire d'orientation politique. Merci, c'est une très belle question, et ce sont toutes des très belles questions. Madame Mazon, Madame Devier. Donc, excusez, là, je suis un petit peu tôt. Donc, excusez-moi si je me trompe, mais moi, je pense que le rôle d'un journaliste, dans le fond, c'est d'informer, de relater des faits, puis dans certains cas, c'est de donner une opinion. Donc, ça serait probablement son but, probablement que je me trompe. Mais par contre, j'ai une question en rapport avec ça. Avez-vous eu l'impression, parfois, pendant la crise étudiante, que les journalistes écrivaient parfois dans le seul but de choquer la population? Par exemple, je vais donner un exemple, là, Richard Martineau. Donc, des cas de provocation venant de certains chroniqueurs. Simplement dire, et là, je sais que je vais jouer un mauvais rôle, mais de dire, il y a l'intervention d'Alison Desbiens, il y aura celle de Mme Hélène Mazon ici, et puis on arrêtera parce qu'il faut donc passer à l'autre conférence par la suite. Donc, est-ce qu'il y a, selon vous, des cas d'agents provocateurs dans les médias, des gens qui jouent le jeu d'apprentis sorciers, de provoquer des choses qu'ils ne pensent peut-être pas, mais qui visent donc à lancer des controverses? J'aimerais juste faire une différenciation. On l'a évoqué tantôt, mais les journalistes, chroniqueurs, parce que les journalistes, on peut difficilement essayer de provoquer, on peut, là, j'imagine, mais je veux dire, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de rapporter.
peut-être la façon dont on peut rapporter, on peut être provoquant, là, mais en ce qui me concerne, c'est pas ce que... peut-être que Jean-Simon... c'est un danger de la chronique. C'est-à-dire que pour obtenir du succès, pour faire réagir, ce danger-là existe, c'est-à-dire c'est d'aller trop loin. C'est d'écrire pour la beauté du geste, pour provoquer, pour... je ne veux pas faire de procès à Richard Martineau, je ne suis pas dans sa tête, là. Dieu merci d'ailleurs. Donc je ne peux pas faire je peux pas dire que lui c'est ce qu'il a fait, mais c'est un danger permanent, c'est un danger pour tous les chroniqueurs. Le rôle de la chronique, c'est aussi quand même je dirais pas que c'est provoquer dans le sens de faire grimper les gens dans les rideaux, mais c'est quand même d'arriver avec une opinion compréhensible et qui apporte quelque chose. Mais évidemment, il y a une question de dosage, puis il peut arriver, je pense qu'il va arriver à tous les chroniqueurs de peut-être dépasser les bords. Donc, dernière question. Donc, la dernière question, je voulais vous ramener, Isabelle, vous avez ouvert une porte tout à l'heure sur la question de la brutalité policière par rapport aux policiers, donc je vais partir là-dessus. Donc, pendant la grève, il y a eu beaucoup de répression pendant les manifestations. On évoque souvent, j'ai un problème avec ça, d'évoquer la violence, qui fait qu'on met sur le pied d'égalité différentes actions. Et en tout cas, il y a eu beaucoup d'arrestations de masse, des gens qui ont été battus, autant pendant les manifestations étudiantes que l'été, pendant les manifestations des casseroles et les manifestations de nuit. Et même si la loi spéciale est tombée, il reste les règlements municipaux. On a entendu parler de P6 à Montréal, on a notre règlement aussi à Québec. Et donc, c'est des outils légaux, dans le fond, qui permettent donc de légitimer et de légaliser cette répression-là qui est de plus en plus intense. Et on voit de plus en plus, justement, des journalistes qui sont pris en étau, entre autres à cause des arrestations de masse. Encore la semaine dernière, on voyait un journaliste qui faisait son topo avec le cordon policier. Il y a vos collègues de la presse également qui se sont fait prendre du matériel, qui ont été brutalisés. Et ça a été clairement entendu, enregistré. C'est un peu ça, une des forces, je pense, des réseaux sociaux, de pouvoir transmettre, bon, ben, t'es journaliste, je m'en calisse. 2 points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà été vécu auparavant? Et comment ça se vit? Comment ça se gère? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez ou pas tant que ça en équipe de travail? Est-ce que c'est une nouvelle donne, finalement? Le rapport des policiers par rapport aux journalistes, donc. Sentez-vous donc une tension? Est-ce que avant, il y avait une espèce de visa journalistique qui se serait un peu effrité, qui se serait perdu lors des observations politiques? Ça fait un bout de temps. Pour moi, c'était clair, en tout cas, du temps, même du temps du Sommet des Amériques, il y a plus que 10 ans, c'était déjà très clair. C'est quoi, mais la question des règlements municipaux, ça, c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Puis il ne faut pas oublier que c'est aussi lié à toute la question des indignés. En tout cas, à la Ville de Québec, c'est comme ça qu'ils ont justifié ça. Mais c'est vraiment un enjeu, je pense, dont on n'a pas fini de parler dans les médias. Moi, en tout cas, je m'attends à écrire à nouveau là-dessus. Puis, mais il y a aussi un paradoxe du côté de Québec que je voudrais relever. C'est que les fameux règlements, le fameux règlement là, sur la paix bonhomme qui a été adopté à Québec dans le tumulte et dans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait presque une bagarre entre le chef de cabinet du maire et un manifestant. Paradoxalement, il n'a presque pas été utilisé. J'ai écrit des articles là-dessus plus récemment. Les policiers s'en sont pas servis. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça va faire partie des choses que nous, je pense, on va devoir documenter. C'est ça aussi un peu le paradoxe de crise comme celle-là, c'est que certaines choses vont prendre une ampleur incroyable, puis finalement, parce qu'on a des inquiétudes, finalement, ben, ça ne se confirme pas par la suite. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, puis c'est certainement aussi une source de préoccupation pour les journalistes qui en discutent beaucoup là, dans la profession, comment nous, on peut être affectés par ça. Et d'ailleurs, pendant les manifs au printemps, moi, je me rappelle que je m'étais vraiment fait une pancarte super claire, que j'avais en évidence sur moi, marquée « médias », pour que ce soit clair. Donc, comme quoi, on est très conscients de ça. Je voulais juste rajouter que aussi, je m'étais fait une pancarte avec médias écrits dessus. Quand j'avais été à Montréal, j'avais fait rire de moi. Moi, j'arrivais dans la grosse manifestation, puis je me disais, bon, ben, il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, tout ça. Puis là, je me disais, ben là, je ne veux pas me retrouver là-dedans, mais en même temps, tu veux aussi, dans un certain sens, passer incognito parce que tu veux être
dans la population, tu veux suivre vraiment ce qui se passe de l'intérieur. Ça, je pense que c'était également une préoccupation. Puis aussi d'être identifié média. Le danger était que, par exemple, Isabelle en a parlé, mais il y avait des gens qui étaient fâchés contre les journalistes, contre les représentants des médias, et s'attaquaient à eux de façon verbale et même physique. C'est arrivé, on l'a vu. Donc, on aura exploré un peu les dangers du journalisme tout pour terminer. Écoutez, je voudrais remercier nos 3 panélistes, donc Annie Mathieu, Isabelle Porter, Jean-Simon Gagné, qui ont été très, très, très généreux avec nous. Donc, on peut